Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous aimez manger froid, car dans ce troisième épisode de Vas-y voir, nous allons aborder un thème qui n'est pas de tout repos, la vengeance. Du conte de Monte Cristo à Valérie Trierweiler, notre imaginaire est plein de ces individus qui furent un jour bafoués, humiliés, trahis, ou qui ont du mal à digérer un traumatisme d'enfance, du genre on a buté toute ta famille sous tes yeux sur fond de Patrick Sébastien. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du vent dans les couettes, c'est bête, mais c'est bon pour la tête. Et on fait tourner les serviettes. Et bah du coup, vous avez très envie de vous faire justice vous-même et de faire endurer les pires tourments à celui ou celle qui vous a outragé. Et toute la beauté d'une vengeance réussie réside dans le temps que vous mettez à fomenter votre revanche la plus originale possible qui permette à votre victime d'endurer les pires tourments tout en prenant conscience de ce qui l'a amené jusqu'ici. Tu ne te rappelles pas de moi? T'as abattu mon frère, t'as poignardé mon grand-père, t'as pendu mon fils, t'as décapité mon chien, t'as bouffé mon cheval et t'as baisé ma sœur. Tu ne te rappelles pas de moi? Désolé, non, ça me revient pas, elle s'appelait comment, votre sœur? Et la vengeance est vieille comme le monde. Déjà, dans l'Ancien Testament, c'est un fratricide célèbre qui marque les débuts de l'humanité, le meurtre d'Abel par son frère Caïn. À peine déchus du paradis, Ève et Adam ont deux fils, Caïn l'aîné qui est paysan, et Abel le cadet qui est berger. Pour vous la faire courte, un beau jour, les deux frères décident de présenter des offrandes à Dieu. Caïn offre donc les fruits de ses récoltes, et Abel quelques agneaux de ses troupeaux. Dieu n'étant visiblement pas très branché légumes, il préfère les offrandes d'Abel. Mais il va vite se rendre compte qu'il est un gros viandard, et qu'il a vexé le pauvre Caïn, qui a tout de même passé ses journées à bêcher de la boue et à charrier des brouettes de navets. Alors il va l'inviter à ne pas se mettre en colère et à ne pas sombrer dans le péché. Et c'est ce que fit Caïn. Mais non, je plaisante, bien sûr que Caïn en avait gros sur la patate et qu'il l'a pas digéré. Du coup, il part se balader avec son faillot de frère et se jette sournoisement sur lui pour lui exploser la tronche à grands coups de gourdin. C'est cette scène violente que représente le Titien en 1544. On y voit un Abel à la renverse, le regard suppliant, tentant vainement de se défendre en tendant un bras désarmé vers son frère. La figure de Caïn, quant à elle, nous apparaît dominante et menaçante. Son visage, presque dissimulé dans l'ombre, est farouche. Ses gestes, soulignés par ses muscles bandés, sont d'une extrême violence. Comme son pied, qui précipite la chute de son frère, ou son bras, qui brandit une massue qu'il s'apprête à abattre pour achever le malheureux. Les deux figures se détachent nettement du fond par un jeu de contraste qui met en valeur les corps éclairés devant une nuée de fumée noire qui accentue le tragique de la scène. Caïn est presque dévoré par l'ombre qui le déshumanise en cachant son visage. Ainsi, le peintre marque l'horreur de son crime et le passage irrémédiable de Caïn dans le côté obscur de la force. Son crime le condamnera, lui et ses descendants, à une vie d'errance misérable sur une terre à jamais souillée du sang d'Abel. Et si la Bible nous raconte quelques histoires de vendetta, il faut reconnaître que dans le domaine, les professionnels sont les Grecs. Si vous avez déjà eu l'occasion de lire les récits antiques des héros et des dieux grecs, vous savez à quel point leur univers est peuplé d'histoires de fesses freudiennes et de petits meurtres en famille. L'une des figures les plus tragiques de ces récits est une femme, Médée. Dans la tragédie d'Euripide, écrite en 431 avant Jésus-Christ, Médée est répudiée par Jason, qui doit épouser la fille du roi Créon. Furieuse et blessée, Médée se venge alors de Jason, en tuant le roi et sa fille grâce à un diadème et un voile empoisonnés. Empoisonné, 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 empoisonné. Mais elle ne s'arrête pas là, et finit par assassiner les deux fils qu'elle a eus avec Jason avant de se tirer. C'est cette scène que Delacroix va choisir de représenter dans son tableau Médée furieuse. Avant de s'attaquer à cette peinture, qu'il mettra 2 ans à réaliser, entre 1836 et 1838,
il réalisera de nombreux croquis et esquisses préparatoires pour mettre en place la composition de son œuvre, tout en étudiant le corps et le visage de Médée. Le tableau nous montre donc cette femme qui, répudiée par l'homme qu'elle aime, s'apprête à tuer ses enfants. Pour renforcer le tragique de la scène, toutes les lignes du tableau convergent vers cette figure centrale qui retient fermement les deux enfants. Ces derniers, impuissants, tentent de se débattre et s'agitent. Médée est en mouvement. Elle est en train d'entrer dans une sorte de grotte. Le regard, à la fois effrayé et déterminé dans la colère, est tourné vers l'extérieur, et voilé par une ombre portée. Elle semble fuir quelque chose, comme si elle cherchait à s'isoler pour commettre son crime. Les corps mouvants des enfants, pleins de rondeur et de lumière, tranchent avec la dague obscure et verticale, fermement tenue par leur mère. Delacroix ne représente pas directement l'infanticide, mais le moment qui le précède. Il respecte ainsi les règles de bienséance admises à son époque, tout en nous montrant un instant crucial, c'est-à-dire cet instant de tension extrême, quelques secondes avant l'action. Cet instant durant lequel tout converge vers le drame et laisse au spectateur le privilège de peindre mentalement l'horreur qui va suivre. Bon, à première vue, Médée n'est pas un personnage très sympathique. On peut même dire qu'elle se comporte comme une grosse connasse hystérique, parce que tuer des enfants, c'est mal. Même moche. Ça doit être mon deuxième ou mon troisième enfant en 5 ans. C'est ça. Je n'aime pas l'infanticide. Pourquoi? L'enfant ne rapporte rien, Rémi. Tu vois, théoriquement, il n'est pas solvable. Mais Euripide ne se contente pas de dépeindre les meurtres vengeurs de Médée dans sa pièce. Il insiste également sur ce qui l'a conduit à commettre de tels actes. Et ce n'est pas simplement parce qu'elle s'est faite plaquer par Jason, mais c'est avant tout une réaction aux conditions féminines qu'on lui impose, celle d'être une esclave soumise et désirable à la disposition du pouvoir masculin. Car ce qu'il faut bien comprendre avec la vengeance, c'est qu'il s'agit d'une forme de justice primitive. Tu m'as blessé, alors je vais te blesser à mon tour, toi ou quelqu'un qui t'est proche. Et cette logique de la vengeance peut engendrer des conflits qui s'étendent à des familles entières. On appelle ça dans certaines régions d'Italie la vendetta. Mon frère, je te vengerai. Le désir de vengeance est une chose ancienne qu'on a essayé de contrôler et de réguler. Tout d'abord en instaurant une juste réciprocité entre le crime et la peine. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qu'on appelle la loi du talion, qui apparaît comme un système intermédiaire entre la vengeance personnelle et la justice que l'on connaît actuellement, qui est censé placer un juge neutre entre les deux parties. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Quoi qu'il en soit, l'idée est toujours la même, punir celui qui a commis un crime. Et pour de nombreuses croyances, la justice qui n'a pas été établie dans cette vie le sera dans l'au-delà. On installe ainsi l'idée selon laquelle le criminel, quoi qu'il fasse, ne peut échapper à la justice et la vengeance. C'est ce que Pierre-Paul Prudhon a voulu représenter dans cette œuvre peinte en 1808, La justice et la vengeance divine poursuivant le crime. 4 personnages sont présents dans cette toile. Le criminel au visage brutal qui fuit, emportant avec lui son butin et tenant encore l'arme rougie du sang de sa victime, qui gît au sol, éclairée par la lune. 2 autres figures, féminines, dominent le tableau et surgissent par la droite. La justice en rouge, tenant une balance et une dague, précédée de la vengeance échevelée, qui tend le bras droit vers l'assassin, tandis qu'elle brandit de la main gauche une torche qui met en lumière le crime subi. D'ailleurs, la lumière joue un rôle essentiel dans cette œuvre. Projetée sur les corps, elle accentue les volumes, met en évidence les émotions et les mouvements. Et surtout, alors que le tueur court vers l'ombre, le corps livide de sa victime est éclairé, clairement exposé aux rayons de la lune. On parle bien de faire toute la lumière sur un crime. Le peintre parle ainsi de ce qu'il a voulu représenter. La justice divine poursuit constamment le crime. Il ne lui échappe jamais. Couvert des voiles de la nuit, dans un lieu écarté et sauvage, le crime cupide égorge une victime, s'empare de son or et regarde encore si un reste de vie ne servirait pas à déceler son forfait. L'insensé, il ne voit pas que Némésis, cette agente terrible de la justice, comme un vautour fondant sur sa proie, le poursuit
pas à l'atteindre et le livrer à son inflexible compagne. Cette chasse à l'homme se déroule dans un paysage aride et rocailleux. Nulle trace de civilisation ici. Le peintre fait sans doute référence au premier crime de l'humanité, celui justement d'Abel et Caïn. Exposée au salon de 1808, cette œuvre remporta un vif succès, et le peintre fut décoré de la Légion d'honneur par Napoléon lui-même, puis le tableau fut exposé au Palais de Justice de Paris. Ironie du sort assez croustillante, l'œuvre fut détournée par la caricature politique, et à la chute de l'Empire, on vit bon nombre de gravures reprenant le tableau, tout en substituant la figure de l'empereur déchu à celle du crime. Les artistes ont donc représenté la vengeance à travers une multitude d'œuvres, de la Médée d'Euripide jusqu'au Kill Bill de Tarantino, en passant par le V pour Vendetta d'Alan Moore, les histoires de vengeance ne manquent pas sous toutes leurs formes. Mais si vous vous rappelez bien, dans le premier épisode de Vas-y voir, je vous avais parlé de la fresque de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine en 1535. En 1535. Souvenez-vous, le cardinal Biago de Cesena s'était opposé à l'artiste en voulant faire détruire sa fresque à cause de ses nombreux personnages nus. Michel-Ange s'était donc vengé de son détracteur en le représentant en enfer sous la forme d'un démon déchu. Et Michel-Ange n'est pas le seul à s'être vengé par des moyens artistiques, d'autres l'ont imité depuis. Et j'ai choisi de vous parler spécifiquement de 3 femmes qui ont su élever la revanche au rang d'art. Louise Bourgeois est une grande dame de l'art contemporain qui nous a quittés en 2010, après avoir partagé sa vie entre la France et les États-Unis. Son œuvre complexe et monumentale explore l'univers de la famille, du subconscient, de la sexualité, ainsi que la résurgence des souvenirs d'enfance. Et c'est justement un souvenir lointain et douloureux qui inspirera l'artiste pour son œuvre au titre éloquent, Destruction of the Father. Cette installation, qui date de 1974, prend la forme d'une pièce sombre, ressemblant à une grotte ou un utérus. Louise Bourgeois a utilisé des matériaux divers tels que le bois, le plâtre, le tissu et surtout le latex. Cette matière molle et malléable qui recouvre les formes présentes et qui donne une sensation d'inquiétante étrangeté au spectateur qui pénètre dans l'œuvre. Le tout baigne dans une lumière rouge qui donne à l'installation des airs de rite cannibale. En effet, Louise Bourgeois évoque ici un repas familial dans lequel la figure du père prend symboliquement place du gigot que les enfants viennent dévorer. Il y a quelque chose de très freudien là-dedans. Les enfants se rebellent contre la figure autoritaire du père et le dévorent pour s'attribuer son pouvoir. C'est un moteur instinctif de développement chez les enfants. Les gamins veulent remplacer leur père afin d'être les seuls à posséder leur mère. Oh, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que je voulais baiser ma mère? Non, c'est un fantasme infantile. Vous l'avez regardé, ma mère? Paul. Ça va pas, non? Vous êtes malade? C'est de Freud. Eh ben, ce Freud, c'est qu'un porc, et vous aussi, puisque vous le citez. Mais pour Louise Bourgeois, cette œuvre fait écho plus particulièrement à une scène d'humiliation vécue alors qu'elle était petite fille. À la fin d'un repas, pour amuser les convives, le père de Louise s'empare d'une mandarine et découpe la peau de façon à obtenir la silhouette d'un petit bonhomme. Et lorsqu'on retourne ce petit personnage, il possède une sorte de membrane blanche entre les jambes, évoquant le sexe masculin. « Quel joli personnage, on dirait ma fille !» s'exclame alors le père de Louise. Mais il ajoute, en désignant l'appendice qui dépasse, « Toi tu n'en as pas, tu n'es qu'une fille. » Humiliée et terrifiée par son père, la petite Louise n'osera jamais lui répondre. Elle attendra un demi-siècle, devenue une artiste mondialement reconnue, pour enfin exorciser ce traumatisme, celui d'une fillette oppressée par l'autorité d'un père qui méprisait les femmes. C'est aussi contre son père que Niki de Saint-Phal s'est rebellé en réalisant en 1961 l'œuvre intitulée Portrait of My Lover. Il s'agit d'une chemise clouée sous une cible sur laquelle l'artiste invite les spectateurs à tirer des fléchettes. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Derrière cette œuvre, qui exprime toute la colère enfouie de l'artiste envers la figure masculine, se cache un lourd secret qu'elle ne dévoilera qu'en 1994 dans son livre Mon secret. Ce même été, mon père, il avait 35 ans, glissa sa main dans ma culotte comme ces hommes infâmes dans les cinémas qui guettent les petites filles. J'avais 11 ans et j'avais l'air d'en avoir 13. Mon père me dit « Ne bouge pas ».
J'obéis comme un automate. Puis, avec violence et coups de pied, je me dégageai de lui et courus jusqu'à l'épuisement dans le champ d'herbe coupé. Pour la petite fille, le viol, c'est la mort. Pour terminer sur ces femmes vengeresses, j'aimerais vous parler d'une artiste que j'aime particulièrement. Artemisia Gentileschi fut l'une des rares artistes célèbres et reconnues au XVIIe siècle, et elle n'avait rien à envier à la Béatrix Kiddo de Tarantino. Artemisia naît à Rome en 1593. Son père, Orazio Gentileschi, est un peintre renommé, ami et disciple du célèbre Caravage. À l'âge de 17 ans, Artemisia réalise son premier tableau, Suzanne et les vieillards. À 19 ans, son père fait appel à l'un de ses amis, un certain Agostino Tassi, pour devenir le précepteur de sa fille et lui permettre de perfectionner son art. Malheureusement pour Artemisia, Agostino Tassi finit par la violer. Bon prince, et pour éviter un scandale, Agostino promit d'épouser la jeune fille, lui épargnant ainsi le déshonneur d'avoir osé se faire violer avant le mariage. Mais il ne tint évidemment pas sa promesse. C'était sans compter sur la détermination et les caractères bien trempés d'Artemisia et de son père, qui le traînèrent devant le tribunal papal. Durant 7 longs mois d'instruction, on découvrit le véritable visage d'Agostino Tassi. Celui-ci avait non seulement violé la fille de Gentileschi, mais il avait également tenté de voler des œuvres du peintre, projeté d'assassiner sa propre femme, le tout en entretenant une relation incestueuse avec sa belle-sœur. De son côté, Artemisia fut soumise à la question, c'est-à-dire la torture, ainsi qu'à un humiliant examen gynécologique par la justice de l'Église, afin de s'assurer de la validité de son témoignage. Vous mettez ce bout-là dans un orifice. Un orifice? Oui, c'est au choix. Hein. Bon, c'est vrai que classiquement, c'est plutôt le... Bref, vous prenez l'aiguille et vous piquez le cul du rat. Bon, là, c'est un rat empaillé, mais c'est pour vous montrer. Le rat rentre dans l'orifice et il bouffe tout. Hein? Oui, ça... Hein. Mais Artemisia, bien que suppliciée et humiliée, persista dans ses accusations, et Agostino Tassi fut banni de Rome pendant 5 ans. Des années plus tard, en 1612, Artemisia est devenue une artiste reconnue et appréciée, et elle va peindre une œuvre aussi saisissante que sanglante, Judith décapitant Holoferne. Pour l'époque, cette œuvre apparaît comme très marquante. Il était assez rare, en effet, de voir une peintre représenter un meurtre aussi frontalement et aussi précisément que cela. D'autant qu'Artemisia Gentileschi y a réalisé son autoportrait en Judith, ainsi que celui de son violeur, Agostino Tassi, en Holoferne. Ce distrayant sujet est tiré de l'Ancien Testament, où il est raconté comment la belle veuve Judith a décapité le général Holoferne. Holoferne et son armée assiègent la ville de Béthulia. Manquant d'eau et de nourriture, les Israélites, piégés dans leur cité, commencent à désespérer de gagner la bataille. C'est alors que Judith, une veuve aux formes plantureuses, décide de prendre son courage à deux mains et d'aller se charger elle-même des méchants. Elle se rend dans le camp d'Holoferne et celui-ci l'invite à dîner dans sa tente en espérant obtenir des informations sur ses ennemis, tout en profitant des formes généreuses de la jeune femme. Malheureusement pour Holoferne, Judith, qui tenait beaucoup mieux la vodka que lui, profita qu'il soit complètement ivre pour se saisir d'un coupe-papier et le décapiter aussi sec. Judith et sa servante parviennent ensuite à rejoindre la ville et présentent la tête du général aux Juifs qui, retrouvant espoir, s'arment et vont écraser les soldats ennemis. Le rouge, le bleu et l'or dominent la composition et affirment les formes par des contrastes forts et voluptueux. La lumière qui provient de la gauche se dirige vers la droite. C'est une particularité propre à la peinture du Caravage et à celle de ses héritiers que de placer la source lumineuse du tableau à l'extrémité du cadre. Celle-ci accentue les contrastes, sculpte les volumes des corps, des visages et des drapés pour mieux dramatiser la scène. On remarquera le soin méticuleux apporté aux étoffes, telles que la finesse de la robe en soie bleue de Judith, ou encore le velours épais de la robe rouge de la servante, nous renvoyant à l'épaisseur et à la chaleur du sang se détachant fortement sur la fragile draperie blanche du lit et dégoulinant du cou d'Holoferne jusqu'au sol. Le tout traçant comme une colonne rouge au centre du tableau et allant de la robe vers le sang, du haut vers le bas. Judith a le visage impassible. Elle semble parfaitement déterminée et nullement impressionnée par l'horreur de son geste, efficace et précis,
presque tranquille. Le corps penché vers la droite, elle tient fermement la tête du général et lui agrippe les cheveux pour mieux lui trancher. Il y a quelque chose de presque animal dans cette mort, ce que confirme sa bouche entr'ouverte. Nul cri, nul appel à l'aide, nulle parole ne peut s'en échapper. Il en est réduit au mutisme des bêtes qu'on abat. Son exécution sera silencieuse. Son corps, pourtant, se contorsionne dans une vaine lutte. Ses bras tentent de s'agripper à la servante, mais ses forces le quittent déjà. Le sang coule lentement sur le lit, sans éclaboussure, comme pour confirmer l'effroyable et douce précision de Judith. Artémisia fait le choix d'une Judith impassible, forte de ses convictions, non pas héroïque, mais déterminée dans sa lutte. Cette œuvre nous apparaît alors comme un cruel retournement de situation, dans lequel l'agresseur se retrouve contraint de subir son propre crime, et où la victime est l'instigatrice froide d'une justice vengeresse. Il n'y a dans ce tableau aucun développement de l'action, aucune narration chronologique produite par un cheminement du regard, aucune temporalité fictive. Toute accumulation d'action est évacuée au profit d'un effet simple et direct, celui de la sidération. Artemisia Gentileschi n'a pas représenté l'action dans son déroulement. Elle n'a pas non plus représenté ce qui se passe avant ou après la décapitation, laissant ainsi le spectateur imaginer l'horreur. Elle a préféré, tout comme le Caravage avant elle, montrer précisément l'instant le plus atroce du récit. En cristallisant ainsi le récit dans son instant le plus critique, elle fait la démonstration d'un anéantissement de l'action au profit d'un effet du voir. La puissance de la vision se fait plus grande que celle des mots. Aucun autre réquisitoire n'est plus efficace que celui de l'image. La vengeance d'Artemisia se retrouve sublimée et se fait alors chef-d'œuvre. Si la vengeance peut parfois apparaître comme légitime pour celui qu'on a blessé, elle reste néanmoins un sentiment hautement négatif, et son accomplissement apporte bien souvent davantage de peine que de soulagement. Nous l'avons vu, dans certains cas, l'art est un moyen d'exorciser les vieilles blessures, et de transformer la colère en une puissance de création, pour cesser de faire tourner une bonne fois pour toutes cette roue de la violence et du crime. Bien sûr, l'acte artistique ne résout pas tout. Et rien ne vaudra jamais une justice forte et impartiale pour maîtriser les basses pulsions humaines. Et dans l'art réside un pouvoir bien supérieur, celui de dépasser et de sublimer sa propre condition, pour dire toute la complexité de cette humanité qui balance toujours entre deux pulsions, l'amour et la haine. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.